Bonjour et bienvenue dans Vosges FM. Vosges FM, le podcast le plus rigolo du game. Parce qu'aujourd'hui, les amis, on va rire. Aujourd'hui, pour le sujet que j'ai trouvé pour ce podcast aujourd'hui, j'ai réinstallé Twitter. X, je veux dire. J'ai réinstallé ce réseau social de merde qui est X, juste pour vous parler de Théodore. Dont l'ex l'a trompé avec Michou. Et il a cru que c'était un démon qui avait laissé des traces sur le corps de sa meuf. Et il en a fait un thread. Incroyable. J'ai dû réinstaller Twitter pour regarder cette dinguerie, mais c'est hilarant. Avant de passer à ça, je pense que je vais plus spécialement parler de ma semaine en détail maintenant sur Vosges FM. Je pense que je vais en parler vite fait, mais je vais plus en parler en détail. Alors aujourd'hui est une semaine, je vous le dis, de merde, parce que j'ai été très malade cette semaine. Alors là, tout va bien aujourd'hui, là je suis complètement guéri. Mais cette semaine, jusqu'à avant-hier, j'étais encore pas très bien du tout. J'avais la gastro et tout, c'était sale, tu vois. J'ai l'impression que toute la France est en train de se taper une épidémie. Je crois qu'il y a un virus qui se propage. Là, il y a plein de gens qui ont ce virus. Là, j'ai l'impression beaucoup de fièvre, machin et tout. Moi, j'ai eu de la gastro, mais beaucoup de gens ont eu de la fièvre. Mais j'ai aussi eu de la fièvre. Je crois qu'il y a un virus qui est en train de se propager en France actuellement. Un petit mot quand même, parce que voilà, fallait en parler. Par rapport à l'enculé de gouvernement israélien. Oui, je le dis, oui. Qui attaque l'Iran et qui attaque les civils en Iran, ce ne sera pas sans répercussions de la part du peuple iranien. Voilà. Sinon, passons aux choses plus positives. Donc, comme j'ai dit, je pense que je vais arrêter de parler de ma semaine en détail. Je vais parler vite fait de ma semaine. Je vais vous parler d'un truc, par exemple, là, qui n'a rien à voir, mais à quel point Remax, donc Remax, c'est mon associé sur America Superstar, qui est incroyable, en gros, Remax, en soi, on n'est pas vraiment associé. C'est plus mon prestataire. Dans le sens où il fait la gestion de MS et il me facture tous les mois 20% de MS. Mais en fait, c'est mon associé en soi, parce qu'il prend les décisions, on fait tout ensemble, il fait des trucs de fou. Et là, il vient de faire un truc de fou. Là, il faut que je vous parle de Remax et de pourquoi en fait c'est important de bien s'entourer. C'est-à-dire qu'en fait, Remax, dans les tâches qu'il fait, il fait beaucoup de choses, mais dans les tâches qu'il fait, c'est qu'il doit gérer des budgets. Imaginons, on dit voilà, le mois de juin, le budget c'est 6 000 euros. On a, je connais pas exactement le budget du mois de juin, mais ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, 6 000 euros à réinvestir dans MS, hors la paye de Remax. Remax, je le repaye ensuite quelque chose comme, je sais pas, 3 ou 4 000, je sais pas exactement, mais un truc comme ça. Peut-être un peu moins, parce que voilà, là on est en fin de saison, ça commence à baisser, même s'il n'y a pas beaucoup de désinscrits. Les fins de saison sont toujours beaucoup plus, il y a toujours moins de budget en fin de saison qu'en début de saison. Bref, donc disons que voilà, 6 000 c'est le budget pour le mois de juin, ok. Et voilà. Et en fait là, il se trouve que là on est en train de préparer la soirée MS, la soirée America Superstar, et on aimerait faire des cartes d'invitation pour chaque membre à part, tu vois, chaque membre particulier lui envoyer en fait. Et ça coûte cher, ça coûte environ je crois 4 euros par carte, ce qui fait que ça va nous coûter au total un truc genre un peu moins de 1000 euros. 600 ou 700, je sais plus combien il m'a dit, mais je crois que c'était par là. 600 ou 700 euros. Et en fait, ça n'était pas prévu dans le budget. Voilà, ça n'était pas prévu dans le budget. Il a oublié de calculer ça dans le budget. Donc, il m'envoie un message en me disant « Ouais, Lohan, excuse-moi. Dans le budget de juin, il y a eu un imprévu. Et en fait, on a dépassé le budget. Et ça nous met un petit peu dans la merde parce que en fait ce qu'on faisait jusque là, c'est que quand par exemple on avait un budget qui était pas utilisé en entier, par exemple imaginons un budget de mois de mai qui était 6 000 euros, on n'utilisait que 5 000, et ce qu'on faisait, c'était que le mois suivant on avait 1 000 en plus à remettre, à investir dans MS, dans des conférences, justement dans la soirée, dans tout ça. En fait c'est ce qu'on faisait jusque là, et justement c'est ce qu'on va arrêter pour pouvoir quand même avoir un peu plus de fonds de roulement. Là, en fait, on n'a pas de sous. On n'a pas les sous pour le budget qui est prévu pour ces cartes-là. Et là, Remax me dit
T'inquiète, Lohan, c'est ma faute, machin. J'avais pas prévu ça dans le budget, et puis j'ai pas envie de les faire attendre le mois prochain. Je vais payer de ma poche. Et là, quand il m'a dit ça, j'étais choqué. Enfin non, en fait, j'étais même pas choqué parce que je savais qu'il était comme ça de base, en fait, Remax. Mais c'est là où tu te rends compte quand même que putain, j'ai fait le bon choix en m'entourant de Remax, en le recrutant, hein, même. Honnêtement, là, on peut le dire, Remax est un associé. C'est plus juste un prestataire. Là, c'est un associé. C'est-à-dire que le mec, il paye de lui-même des trucs que c'est moi qui suis censé payer. Tu vois. Et ça, c'est ouf. Et là, je me suis dit, waouh, l'implication de ce gars est phénoménale. Et c'est bizarre parce que je crois que j'ai vraiment eu de la chance en l'embauchant, en fait. Oui, parce que c'est pas lui qui est venu me voir en mode ouais, je peux travailler sur MS et tout. Moi, c'est moi qui suis allé le voir en mode ouais, t'as l'air d'avoir une très bonne vision sur MS, t'as l'air d'avoir de l'énergie à revendre, viens sur MS, viens travailler pour MS, tu vois. C'est moi qui lui ai demandé. Et en fait, oui, j'ai remarqué que ça avait l'air d'être un gars qui avait une bonne vision et qui était intelligent et qui était un bon gars et tout. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment eu de la chance parce que je savais pas que c'était à ce point. Je savais pas que c'était possible d'avoir à ce point de la chance sur un dossier. Et rendez-vous compte qu'un mec qui travaille pour vous, qui a fait une erreur, entre guillemets, j'ai même pas envie de dire une erreur, mais bon, on va simplifier, on va dire qu'il a fait une erreur, et qui est en mode, bah c'est bon, je la paye moi-même. Mais en fait, ce mec-là, vous le gardez à vie. Et en fait, on n'a jamais fait. Et le pire, c'est qu'on n'a jamais fait de contrat. Il est même pas sous contrat. C'est-à-dire que là, si je veux, en mode gros enculé, hein, je le ferai jamais, mais si je veux là, je lui dis ouais Remax, merci pour tes bons et loyaux services, t'as rendu MS exceptionnel, t'as instauré des systèmes de fou, grâce à toi MS est vraiment incroyable et on a un taux de churn, donc de rétention, je crois qu'il est supérieur à celui de Netflix, sincèrement, tu vois, ou pas très loin. Genre, on avait commencé la saison 4 il y a 4 mois à 1100 membres, on est à 950 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu 150 inscrits en 4 mois. Sur tous les membres, pas sur les gens qu'on rejoint pendant la saison. Ça fait je sais pas combien de pourcents de churn, 6-7% de churn. C'est Netflix hein, qui fait ça. Non, 2-3% de churn par mois, c'est les stats de Netflix, tu vois. Et enfin, c'est vérifiable. Hein, je mens pas quand je dis ça. Les modérateurs, Remax, tout ça, ils ont accès à ces datas-là. C'est-à-dire que là, on a un produit de ouf grâce à lui. Et moi, je peux lui dire merci pour ton taf. Bah, ciao. Tu vois, je peux lui dire ça. Et je vais jamais le faire, évidemment. Et lui, il a tellement confiance en moi et tellement confiance en. On sait que même s'il n'y a pas de contrat, même si machin, on sait qu'on va finir par faire un contrat, qu'on va s'associer, qu'on va travailler sur le long terme, genre au moins sur plusieurs années. En fait, il y a tellement de confiance et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau et ça me fait me dire que putain, Remax, c'est vraiment le GOAT qu'il pense être. Incroyable. Genre, je suis vraiment choqué. Enfin, en fait, non, je suis même pas choqué. C'est ça qui est ouf. C'est qu'en fait, je l'aurais bien vu faire ça en fait. Ça m'aurait même pas surpris en fait qu'il fasse ça. Mais le fait qu'il le fasse vraiment et qu'il paye de sa poche, alors qu'il est pas riche, Remax. Je pense qu'avec MS et son travail à côté, il doit bien gagner sa vie. Il doit se faire quelque chose comme. Je sais pas si c'est bien de dire pour lui, mais je crois que ça le dérange pas. Donc je peux dire, il doit se faire quelque chose comme 4 ou 5 000 par mois avec son alternance sur le côté en plus de MS. Il doit se faire quelque chose comme 4-5 000 par mois. Alors bien sûr, c'est bien, il a 23 ans, machin et tout, ok, c'est bien. Mais c'est pas riche. Tu vois, il fait même pas ça depuis longtemps en plus. Et pourtant, il va prendre en charge, je l'ai 600 balles. Enfin, c'est un mec de fou. Et je suis trop content. Je suis trop content de bosser avec lui. Du coup, voilà, typiquement, c'est le genre de truc que j'ai envie de vous raconter. Genre là, vraiment, je crois que c'est. Enfin, j'ai vraiment eu de la chance, sincèrement. Alors oui, c'est moi qui l'ai recruté. Oui, j'ai vu des indices comme quoi c'était un mec intelligent, un bon gars et tout. Mais ça j'ai eu de la chance. Parce que je connais pas beaucoup de gens qui auraient fait ça. Et là, en fait, quand tu vois ça, ça te donne vraiment envie d'être en mode ah ouais, ce mec là il a pas juste 20% pour la saison ou pour la saison prochaine, il a 20% à vie, ce mec là. Ce mec là, quand je serai mort, sur mon testament il y aura marqué légué 100% de Merguez Superstar à Remax. Enfin vraiment, c'est incroyable. Donc bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je voulais aussi parler d'un truc. Cette semaine, j'ai fini l'Attaque des Titans. Donc en fait, il faut savoir que l'Attaque des Titans, je l'avais déjà lu en manga, en scan en fait, à l'époque. Je crois que c'était 2021, avril 2021, c'était la fin du manga. Ok, moi je lisais en scan à cette époque-là, donc j'étais au lycée. J'étais en cours de maths et je lisais sur mon PC en cours de maths le dernier chapitre de l'Attaque des Titans. Et
Il me semble que ça m'avait pas plus marqué et bouleversé que ça. Je trouvais qu'en manga, la fin était pas ouf. Je crois que beaucoup de gens l'avaient dit. C'était pas que l'histoire était mauvaise, je trouve qu'en manga, c'était mal amené. Voilà. Et donc, quelques années plus tard, l'anime est sorti. Je crois que ça fait un moment que la fin est sortie en animé. Et donc là, je l'ai re-regardé. Donc, 4 ans plus tard, là, on est vraiment 4 ans plus tard après la fin de l'Attaque des Titans. Je regarde l'Attaque des Titans cette fois-ci en animé. Et j'ai compris 1 million de choses que je n'avais pas compris à l'époque. Et donc, je vais faire une grosse partie sur ce podcast pour vous résumer l'Attaque des Titans, pour que vous captiez le délire, et que si vous n'avez pas compris la fin comme moi à l'époque, vous puissiez la comprendre. Et même en animé, je trouve que la fin est pas évidente à comprendre, surtout par rapport à quand il est devant le miroir qui fait Tatakae, Tatakae. Je trouve que c'est pas super simple à comprendre. Du coup, je vais en parler. Je vais vous parler de la fin d'Attaque des Titans, de ce qui se passe, pas de comment interpréter la fin, est-ce que c'est une bonne fin ou machin, mais ce qui se passe concrètement, les bails de vision du futur, vision du passé, fatalité, pas fatalité. Je vais vous en parler. Et voilà. Alors, l'Attaque des Titans, pour ceux qui ne savent pas, ça se passe dans une Europe médiévale, au 8e siècle. Il y a des titans qui apparaissent et qui mangent les humains. Donc les humains se réfugient derrière des grands murs, et un jour, un de ces murs se fait casser par un titan qui est gigantesque, qui fait 60 mètres, là où normalement des grands titans font 15 mètres. Et donc le mur est cassé par un titan, et donc toute la population du mur se fait dévorer par les titans qui rentrent, et c'est chaud. Donc heureusement, il y a plusieurs couches de murs, et les survivants se réfugient dans les couches qui n'ont pas été attaquées. Le personnage principal, Eren, avec ses deux amis Mikasa et Armin, sa mère se fait tuer. Et du coup, il a une rage contre les titans et il veut les baiser. 5 ans plus tard, il devient un soldat du bataillon d'exploration et son but, lui, c'est de tuer les titans. Parce que voilà, sa mère se fait tuer, donc il décide de les tuer. Et c'est là que le même titan qui avait cassé le premier mur revient et recasse le deuxième mur. Donc là, ils sont grands, ils sont prêts à se battre. Sauf que là, le personnage principal, Eren, pendant la bataille où tous les titans rentrent dans la ville, il se fait manger par un titan. Sauf que, plot twist, Eren, on ne sait pas pourquoi, il a le pouvoir de se transformer en titan. Et donc, il devient un titan et il tue tous les autres titans. Et donc voilà, en fait, c'est l'histoire de l'attaque des titans. Donc, le titan de Eren, en fait, le vrai nom de l'attaque des titans, c'est plutôt le titan de l'attaque, le titan assaillant, donc le nom du titan d'Eren. Et en fait, ça raconte l'histoire de Eren qui va essayer de démasquer des titans au sein de ses troupes, machin et tout. Et en fait, plot twist, qu'est-ce qu'on apprend à la toute fin de l'attaque des titans ? C'était que c'était Eren qui manipulait tout. Parce que le pouvoir du titan assaillant, en fait, tous les titans spéciaux, c'est-à-dire contrôlés par des humains, ont un pouvoir. Genre le titan cuirassé, un pouvoir ou une particularité, quoi, un truc spécial. Sauf Eren. Eren, sur le papier, on a juste l'impression que c'est un titan qui est un peu mieux que les autres, tu vois, qui est juste un peu mieux que les autres, qui est un titan un peu normal, comme un titan basique en fait, sauf que voilà, il le contrôle un peu mieux, il y a un humain donc il est intelligent, mais il n'a pas de pouvoirs spéciaux, contrairement au titan colossal qui est très très grand, le titan cuirassé qui a une cuirasse, le titan marteau qui peut créer des armes, tu vois. Le titan d'Eren, il n'a pas de pouvoir, parce qu'en fait on se rend compte que le titan assaillant, ce n'est pas le titan assaillant. Le pouvoir du titan assaillant, c'est de voir le futur. C'est-à-dire qu'en fait, lui, Eren a le pouvoir de voir l'avenir par rapport aux prochains détenteurs du titan, parce qu'en fait les titans ne vivent que 13 ans et donc ils sont transmis de génération en génération, et en fait les détenteurs de titans assaillants peuvent voir la vie d'Eren, alors que c'est pas possible. Normalement, les titans peuvent avoir les souvenirs du passé de leurs précédents détenteurs, mais pas de leurs futurs détenteurs. Ils peuvent pas voir l'avenir. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte, dans le manga, et je pense que c'est quelque chose qui a pas été compris, c'est là on se rend compte dans le manga que le titan assaillant, c'est pas du tout le vrai nom du titan assaillant. Le titan assaillant, son vrai nom, c'est le titan du futur, ou le titan de la fatalité. Et en fait, le pouvoir du titan, c'est de voir l'avenir. Mais ça veut rien dire, le titan assaillant, en fait. C'est juste un truc comme ça qui dit que voilà, le titan assaillant, c'est un titan qui est à cette quête de liberté et qui veut toujours se battre et qui est un mec énervé, et du coup on le transmet qu'à des mecs énervés. Mais ça les amis, c'est grâce à Eren. C'est grâce à Eren Yeager qui se filme devant son miroir, parce que oui, il se filme. N'oubliez pas qu'il peut envoyer les souvenirs qu'il veut aux anciens détenteurs. Donc il se filme avec ses propres yeux.
il se regarde devant le miroir, comme ça les gens voient sa tête, et il dit Tatakae, ça veut dire bats-toi. Du coup, dans la tête de tout le monde, le titan qu'ils ont, c'est le titan de la bagarre. Voilà. Genre en mode, ton titan, il sert juste à te battre, et c'est le titan de machin. Donc confie-le toujours à des gens qui aiment se battre et qui aiment la liberté, pour que le titan finisse par arriver à Eren Kruger, puis au père de Eren, puis à Eren. Et en fait, c'est lui qui contrôle toute la lignée, vu que c'est le dernier détenteur de titans assaillants, c'est lui qui contrôle toute la lignée des titans assaillants, et qui décide de dire que voilà, ce sera le titan assaillant. Pourquoi ? Parce que ma personnalité, c'est la bagarre. Mais c'est pas spécialement la personnalité de tout le monde. Et c'est lui qui décide de tuer sa mère, parce qu'en envoyant le titan pour tuer sa mère, pour que il soit traumatisé, qu'il ait envie de se battre, et qu'il récupère le titan assaillant, blablabla, blablabla, blablabla. Et je pense que c'est ça que les gens n'ont pas compris. Genre, c'est Eren en fait qui contrôle tout, et donc donc il y a du libre arbitre en fait. Et en fait, depuis le début, si Eren n'était pas un taré mental en quête de pouvoir et de liberté, il aurait pas fait le grand terrassement, il aurait pas génocidé toute la population. Et voilà, je voulais juste dire ça parce que je pense que ça n'a pas été compris. C'est Eren qui a décidé que le titan sera à lui. Enfin bon, ça a été compris, mais c'est Eren qui a décidé que le titan assaillant, ce serait le titan assaillant. Quand il dit Tatakae, il s'adresse pas à lui-même devant le miroir. Ce serait complètement con. Il s'adresse aux anciens détenteurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, passons aux choses fun. Passons. C'est horrible. Passons à Théodore qui s'est fait tromper par Michou. Alors, le drama, si on peut appeler ça comme tel, vient du fait que voilà, il y a une vidéo de Jilcy qui a été postée où c'est des défis. Bon voilà, c'est du fit and fun. C'est pas ma cam, mais bon bref. Il est avec Théodore, et dedans il y a Mastu qui pose la question à Théodore. Ouais, à ton avis, qui serait prêt à coucher avec l'ex d'un de ses potes? Et là, Théodore dit un truc direct, et c'est bipé au montage. Et tout le monde rigole. Et en fait, on capte que Théodore, son ex l'a trompé avec un pote à lui qui est connu, sinon il n'aurait pas bipé son nom. En même temps, on voit que Théodore unfollow Michou sur Instagram. Plus un témoignage de Aquababe, un Snapchatter, qui dit que voilà, Théodore aurait l'ex de Michou aurait couché avec l'ex de Théodore. Vous mêlez à ça un thread qu'on a retrouvé en 2022 de Théodore sur Twitter, que je vais vous lire, qui est hilarant. Où en gros il nous dit tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que ma maison est hantée, ma meuf elle vient et tout, et depuis qu'elle vient elle a des traces bizarres qui apparaissent sur son corps et on sait pas expliquer d'où ça vient. Attendez, je vais vous lire ça. Ça date de 2022, donc Théodore était déjà connu, très connu. C'est hilarant. Laissez-moi vous lire ce thread des enfers. Ça fait plusieurs mois qu'il se passe des phénomènes très étranges chez moi. Des trucs assez banals à des trucs carrément flippants. Je vous explique ce pourquoi j'assure à 100% que mon appartement est hanté. Bon, blablabla. Je passe au moment où il y a sa meuf parce que c'est un peu chiant. Là, il dit ouais, il y a des bruits et tout, machin. C'est pas le plus important. Là, je vais passer à... voilà. Bref, ma coloc déménage, ma meuf passe de plus en plus de temps chez moi. Elle est de plus en plus malade, vomissements, crèves, etc. Des trucs bien relous, mais on fait pas de lien avec l'appart, normal. Elle commence à faire des cauchemars, elle se sent bizarre dans l'appart et on commence à se poser des questions. On se confie sur tout ce qui nous rend parano chez nous et on commence vraiment à psychoter. En vrai, à ce moment-là, j'arrive à relativiser, à rester les pieds sur terre, à trouver une explication logique à tous ces petits phénomènes, jusqu'à ce que ça devienne beaucoup trop concret, beaucoup trop flippant. Ma meuf fait un rêve d'une forme chelou qui la poursuit dans l'appart. Ce truc lui court dessus et elle se réveille en sursaut après être tombée sur les genoux dans son rêve. Au réveil, elle me montre ses jambes. 2 énormes bleus sur les genoux. Non! Non!
Là, on n'a pas de photo. On est bizarrement assez vite passé à autre chose. Et là, elle se retrouve quelques jours avec un cœur rouge sur le sein, comme des griffures. Là, j'ai les photos, évidemment, je montrerai pas, mais je peux vous jurer que c'est trop impressionnant. Tout le monde voit un cœur bien dessiné. À ce moment-là, on n'y croit pas. C'est juste trop chelou. Elle se sent de plus en plus mal chez moi. Elle a des gros maux de ventre. Elle décide d'aller prendre un bain. Et pour se détendre, dans la salle de bain qu'on n'a jamais utilisée, celle avec les lumières qui s'allument, je l'entends crier depuis le salon. Une centaine de moucherons morts dans ma baignoire. Incompréhensible. Il n'y a pas de moucherons chez moi. Elle rentre chez elle. Ces derniers jours, vraiment, elle est pas bien et une amie la rejoint. Elle a trop mal au ventre. Son amie veut lui masser le ventre et elle voit ça. Et là, sur le ventre de la meuf de Théodore, il y a la forme d'une main qui la claque. Et il filme, et il prend en photo la main et il me dit « Ça me glace le sang ». Je jure que tout ce qui allait, je jure que tout ce que j'ai de plus cher qu'on ne comprend pas d'où ça vient. C'était ni la taille de sa main, ni celle de sa pote. Et moi, j'étais pas là. C'est pour moi certain. C'est paranormal. Il y a trop de liens. Je vous épargne les autres phénomènes chelous que des potes ont vécu chez moi. Vous verrez ça dans la vidéo. Et on arrive au jour où j'ai vraiment besoin d'aide. Je comprends rien. J'ai l'impression que ça attaque ma meuf. Je me sens mal. Je compte plus les fois où j'ai fait le tour de mon appart, la boule au ventre en pensant que quelqu'un se cachait. Je contacte des chasseurs de fantômes que je trouve sur Google. Coup de chance, ils sont à Angers. Bla 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 bla. Euh... Bref. Bref, 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 bref. Bref, 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 bref. Et là, les tweets et Twitter se déchaînent là. Genre, il a pas fait le lien, MDR. Nouvelle vidéo de Théodore, détecteur de mensonges fit Michou. Est-ce que mon ex t'a trompé avec toi? Avec un smiley qui pleure. MDR, la raclée à Théodore avec le soi-disant fantôme prénommé Mickel, alias El Diablo, alias Crouton Michou. Michou qui s'avère être à la fois El Diablo et le genoune farceur de Théodore. Parfois, faut juste applaudir la perf. On vient de m'apprendre que Théodore a unfollow Michou. Théodore, quand il a réalisé que cette histoire paranormale d'après sa meuf était en réalité un voile pour qu'elle continue à s'envoyer en l'air et se faire tartrer le ventre par Michou, aka El Diablo. Ah là 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 là. Bref, c'est extrêmement drôle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai envie de dire pauvre Théodore. Et c'est bien qu'il ait ouvert les yeux. C'est bien qu'il ait ouvert les yeux. Genre, ça se sent dans sa dernière vidéo. Il est pas triste par rapport à ça et tout. Mais c'est super drôle. Alors, peut-être que Michou a bien couché avec son ex pendant qu'ils étaient plus en couple. Donc, c'est peut-être pas Michou avec qui elle l'a trompé, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a trompé. Et ça, c'est extrêmement drôle. C'est genre le fait qu'il a le cœur sur le sein en mode griffure et des traces de claques sur son ventre et qui se disent c'est un genou de farceur. Ça, c'est super drôle. Prochain sujet. Alexis Chance, Adé Laurent et Nasdaq à la commission d'enquête du gouvernement pour on sait pas pourquoi en fait, et c'est ça qui m'énerve avec ce genre de truc. C'est que je pense que vous avez tous vu passer les extraits des députés je sais pas quoi qui interviewent Alexis Chance, Adé Laurent et je ne sais qui là pour leur faire la morale. En fait, c'est littéralement... Et Dieu sait que je ne suis pas un grand fan des contenus ni de Nasdaq, ni d'Alexis Chance, ni d'Adé Laurent. Mais en fait, ça m'énerve quand même de voir qu'en fait, il y a des entrepreneurs dans ce pays qui font du contenu
limite, certes, hein, je dirais pas que c'est pas limite ou problématique. Et en fait, on les convoque, des ministres les convoquent pour leur dire ce que vous faites est problématique. D'où problématique? Comment ça, c'est ton métier, c'est ça? T'es payé 6 000 euros, plus 6 000 euros de frais de quotidien que tu peux utiliser pour des restaurants, pour voyager, pour faire tes TikTok à la con. Donc t'es payé 12 000 euros par mois pour faire une commission d'enquête de mes couilles qui n'a aucun intérêt, qui ne sert à rien. C'est juste pour... honnêtement, c'est juste pour faire le buzz. Et moi, je le dis, les députés sont des influenceurs qui ont raté leur carrière. Et donc, ils sont payés par l'argent des Français. Pour essayer de farmer des extraits où tu demandes à Nasdaq son salaire. T'as pas à lui demander ça. What the fuck? What the fuck? Et en plus, à chaque fois, c'est... Enfin, genre c'est des trucs... Enfin... Et ce mec, c'est tellement la responsabilité individuelle des gens et des plateformes. Genre, en fait, ils sont pas dans... Aucun de ces 3 mecs-là n'est dans l'illégalité. Aucun de ces mecs-là n'est dans l'illégalité. Adé Laurent, certes, il fait la promotion de trucs de cul. Bah écoute, c'est la responsabilité individuelle des gens d'aller voir ou de pas aller voir. Mais ce qu'il fait n'a rien d'illégal. Alors, honnêtement, je suis pas un grand fan d'Alexis Chance, mais je salue vraiment le move de monsieur le président de mes couilles. Qui exerce son petit pouvoir de merde payé par mes impôts, je me casse et ferme ta gueule, tu vas rien faire. Ça, j'apprécie beaucoup. Parce qu'au moins, ça les remet à leur place, ces petits chefs, tu vois. Et donc, voilà, autant la meuf, là, la blonde, je la trouvais ok, un peu intéressante, un peu intéressée. Genre elle posait vraiment des questions machin et tout. Bon, il y avait des moments où c'était en mode oh, ce que vous dites est problématique, mais ça n'a rien à faire là en fait. Ce que vous dites est problématique, c'est honteux de faire ça, tu vois, quand t'es député. Mais bon, à la limite, passons. Mais le pire, ça restait le mec. Et Dieu sait que je suis pas fan des discours d'Hitchens ou que je suis pas d'accord avec les discours d'Hitchens, mais ça n'a rien à faire là. Hitchens, c'est son métier de faire des polémiques, de dire les femmes, si elles te donnent pas son téléphone alors que tu lui demandes, c'est une pute. C'est son métier, ça. Tu peux dire ce que tu veux, à moins qu'il se fasse condamner par la justice. C'est pas illégal ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu es là et tu dis c'est problématique? T'es ministre, toi tu ramènes Alexis Chance et tu lui dis c'est problématique. Si la plateforme veut plus le dégager, et si la plateforme veut le dégager, elle le dégage. Et je vois pas de souci avec ça. D'ailleurs, on y vient. Alexis Chance vient de se faire bannir sur TikTok, en fait, vient de se faire cancel sur TikTok suite à ça. Si c'est TikTok qui veut bannir Alexis Chance, je n'ai aucun problème avec ça. C'est une plateforme, c'est une entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, si c'est les eurodéputés de mes couilles, si c'est les députés français, parce que le timing est trop parfait, qui sont allés voir TikTok et qui ont dit il a quitté la commission d'enquête et nous on est des petits semards de petits chefs et on n'apprécie pas qu'il nous ait manqué de respect, vous le bannissez de TikTok, sinon on supprime TikTok en France parce qu'on a ce pouvoir. Ça c'est honteux. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Genre en fait, les mecs, et même Alex Chance, il m'a complètement déçu sur ce coup-là parce qu'il dit en plus dans la commission, oui, il faut réguler TikTok, il faut interdire TikTok. Mais encore une fois, la liberté, la responsabilité individuelle, c'est comme là les sites porno qui ont fermé en France. Je suis contre ça. Et là, je vois les gens vous se marrer, genre oui. Lohan, le Hunter, machin, et toi t'es contre l'interdiction des sites porno en France? Oui, tout à fait. Je suis contre l'interdiction de Pornhub, de machin en France. C'est déjà les gens savent utiliser des VPN, premièrement, et deuxièmement, ça n'a rien à foutre là. N'empêchez pas les gens d'aller sur les sites porno. Oui, les gens ont le droit d'aller sur les sites porno. N'empêchez pas enfin, c'est n'importe quoi. Même si c'est mauvais, il faut arrêter avec les règles, les réglementations et tout. C'est assez horrible. Et ce qui m'énerve d'autant plus, c'est quand les gens disent l'Europe est un poids pour la France. Non, c'est faux. C'est la France qui est un poids pour l'Europe. Parce que, ok, l'Europe est casse-couille, ok, il y a des normes, des régulations, des taxes, des machins, des trucs, ok. Mais déjà, il y a des pays d'Europe qui sont très bien et qui font partie des pays où c'est le plus agréable de vivre au monde. Je pense aux pays du Nord, aux pays nordiques. Ils font partie de l'Europe, eux. Mais au-delà de ça, à chaque fois
que l'Europe impose une restriction, un machin et tout. La France va plus loin et la France essaye d'instaurer son socialisme partout en Europe, un modèle qui ne marche pas, un système social que le monde nous envie mais que le monde ne nous a pas du tout recopié, et il essaye de l'instaurer partout. Moi je vous le dis, c'est pas l'Europe qui a un poids pour la France, c'est la France qui a un poids pour l'Europe. L'Europe c'est, enfin selon moi, hein, voilà c'est mon avis sur l'Europe, l'Europe pour moi c'est très bien. Ça nous permet de, si c'était mieux géré bien sûr, et qu'on n'était pas des communistes, ça nous permettrait d'être une vraie puissance qui compte aux yeux des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de tout ça. Parce que solo, on ferait rien et on pourrait se faire envahir par Poutine littéralement. Donc c'est très bien l'Europe, mais la France est un poids pour l'Europe. Complètement. Et donc je trouve ça mais indécent que des députés payés par nos impôts trop cher, donc on est sur 12 000 euros par mois, net. Donc je sais pas combien ça fait en brut. Net. Alors ils ont en plus leur chauffeur. Ils ont en plus leur retraite, hein, parce que l'Assemblée nationale qui est réélue tous les 2 ans et demi en ce moment, tous les ans, parce qu'il va refaire une dissolution là Macron, qui est tout le temps refoutu, ça fait 500 députés, ça fait 500 députés par an, 500 nouveaux députés par an, donc 500 salaires de députés à payer par mois, mais aussi 500 retraites et indemnités de députés que vous devez payer toute leur putain de vie ensuite. Et ça chiffre beaucoup. Et en fait, il y a une vraie caste politique qui prend énormément d'impôts et qui m'énerve. Et en fait, il faudrait vraiment baisser le salaire des députés et qu'ils aient pas autant de pouvoir et machin et tout. Et c'est n'importe quoi. Si vous voulez mon avis. C'est des mecs là, honnêtement, c'était le cirque Pinder de voir Alex Hitchens avec le député. Le mec lui dit ouais, c'est problématique ce que vous dites, mais on est où? Le député, l'instance nationale de notre pays, invite Alex Hitchens et lui dit ouais, t'es problématique. Mais c'est le cirque. Mais qu'est-ce que ça fout là? Tu vois, à la limite, c'est un procès d'Alex Hitchens et puis il y a le député qui est là au procès, d'accord. Mais c'est pas un procès, c'est une commission d'enquête qui ne sert à rien. Vous allez interdire les réseaux sociaux, bah oui, encore plus, vous allez encore faire des restrictions, encore interdire les trucs. À quoi ça sert à part faire des extraits viraux? Je vous le dis, les députés ont juste voulu faire des extraits viraux qui vont tourner sur TikTok pour, je sais pas, promouvoir leur carrière ou pour être connus. Et c'est indécent. Et ça m'énerve en fait. Voilà, ça m'énerve. J'ai trouvé aussi le move d'Adèle Laurent de dire oh, ne me comparez pas à Alex Hitchens, je n'ai rien à voir avec cet homme. J'ai trouvé un peu moyen dans le sens où oui, ok, t'es pas comme Alex Hitchens, je pense que moi non plus je suis pas comme Alex Hitchens et pas beaucoup de gens ont envie de se faire associer à lui, mais je trouvais ça un peu gratuit de le jeter un peu sous le bus, genre en mode oui, moi je suis différent, moi j'ai plus de vertus. Après voilà, devant une commission d'enquête qu'elle a vue des millions de fois, est-ce que nous on aurait fait mieux, est-ce qu'on n'aurait pas paniqué? J'en sais rien. Mais j'ai trouvé ça un peu mauvais comme move, alors peut-être que j'aurais pu le faire aussi, tu vois, j'en sais rien, peut-être qu'à sa place j'aurais craqué, j'aurais dit un truc comme ça aussi si je vois qu'il y a beaucoup de pression autour, si je vois qu'on me parle d'Alex Hitchens et tout. Mais bon, bref, je suis... vous avez pu me voir un peu énervé par rapport à ça, mais en fait je trouve ça fou qu'en fait on finance leur carrière sur les réseaux sociaux à ces députés. Et c'est vraiment leur but, c'est-à-dire qu'en fait faut bien comprendre que ces mecs-là sont payés 6 000 euros par mois. Alors le mec a dit 5 000, c'est 5 950, donc c'est 6 000. Net. Plus 6 000 qu'il peut utiliser dans des frais de déplacement, dans des voyages, dans des restos, et évidemment que cet argent est détourné pour acheter de la coke et de la merde et des trucs comme ça. Donc l'argent des Français qui est détourné au nom de Dieu. Il n'y a pas un seul député qui ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul entrepreneur qui un jour, avec sa boîte, se paye pas un resto qui est pas du tout professionnel, mais qui est un resto avec sa famille. Voilà, tous les entrepreneurs le font. On imagine que les députés le font aussi. Mais à la limite, l'entrepreneur, c'est moins grave. C'est son argent, tu vois. C'est son argent et l'État en récupérera moins. Là, c'est l'inverse. C'est pas leur argent. C'est l'argent des gens qui a été volé par l'État. Et là, ça leur permet de douiller. Et ça, c'est beaucoup plus inacceptable que l'entrepreneur qui se finance un resto. Et eux font ça, évidemment, toute la journée. Et je trouve ça indécent. Et la classe... Et tant que les gens n'auront pas compris que le vrai problème, c'est pas les 10% plus riches, je voyais encore ça, là, passer un député qui parlait des 10% plus riches. Non mais les gars, 10% plus riches en France, c'est 4 000 euros. C'est 4 000 euros par mois, les gars, 10% plus riches en France. C'est-à-dire que là, les gens se tapent dessus pour 2 000 euros de différence sur leur salaire. Et les gens veulent se tuer. Genre le mec était en mode, oui, les 10% d'impôts plus riches payent en proportion moins d'impôts que les 90 autres % restants.
Mais frère, what the fuck? Enfin, je sais bien que tout le monde se fait matraquer d'impôts, mais c'est justement le but, c'est de dire ça. En France, tout le monde se fait matraquer d'impôts. Et c'est pas parce qu'un tel paye un peu moins qu'il faut qu'il paye plus. Non, il faut que tout le monde paye un peu moins, voire même beaucoup moins. Et c'est ça que je trouve dommage avec les députés de gauche, même si je pense que pas tous sont comme ça, parce que je discutais avec un mec qui avait l'air d'avoir un peu bien saisi un mec qui est genre un peu dans la politique et tout, qui avait l'air d'être un peu d'accord avec moi, c'est qu'en fait, les 10% plus riches en France ne sont pas riches et ils se font tabasser d'impôts. En pourcentage, ils se font potentiellement moins tabasser d'impôts, mais ils se font quand même beaucoup tabasser. Et le but, c'est pas de dire, il faut qu'ils payent plus, il faut que tout le monde paye moins d'impôts. Et ça, tant que personne n'aura pas compris, et tant que personne aura compris qu'en fait, la grande majorité de l'argent qu'on paye en impôts est capté par cette classe politique qui veut que rien ne change, et c'est pour ça que dès qu'on commence à parler de retraite par répartition, il n'y a aucun politique qui est d'accord, retraite par capitalisation, il n'y a aucun politique qui est d'accord, c'est pour ça que les seules choses sur lesquelles les députés sont d'accord, ou les sénateurs sont d'accord, c'est l'augmentation de leur salaire à eux. Rendez-vous compte, les députés, ils ont dit dans la presse, les députés, qu'ils étaient tous d'accord pour une augmentation de salaire. Augmentation du budget de l'Assemblée. Donc pour qu'ils aient une meilleure cantine, ils aient des meilleurs sièges, sans doute de meilleurs salaires. Ils sont tous d'accord pour avoir un plus haut budget et ils se sont tous mis d'accord. Genre, c'est parfait, ni trop peu, ni trop. Ils ont dit ça. Genre là, je me souviens plus de la phrase exacte, mais c'est pile ce qu'il faut. C'est 1 € de plus, c'est parfait. C'est pile ce qu'il fallait, c'est tout. C'est indécent quand même. C'est indécent, et c'est pas indécent que ces gens soient riches. D'ailleurs, eux font bien partie des 10% les plus riches. C'est pas indécent que ces gens soient riches, comprenez-le bien. C'est même pas indécent qu'ils aient un patrimoine. Ce qui est indécent, c'est qu'ils soient riches avec l'argent des Français. Et en fait, ce sont des rentiers d'argent public. Quand tu vois Éric Lombard, qui a 21 millions de patrimoine, ça aurait été un entrepreneur, j'aurais félicité. Là, c'est un ministre qui a été député, qui a travaillé dans des mairies, qui a travaillé dans des préfectures. En fait, tout son argent depuis le début, il a été volé, en fait. Et donc, c'est un rentier d'argent public. Et ça, c'est la honte. Ça, c'est vraiment la honte. En plus de tous leurs avantages. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un député qui dit à Nasdaq... donc, il y a une députée qui dit à Nasdaq, ça c'était choquant aussi, une députée qui dit à Nasdaq... Est-ce que vous avez conscience que qu'avec vos réseaux, vous promouvez des idéologies de harcèlement et de racisme? Genre la meuf dit ça à Nasdaq. Est-ce que vous avez conscience d'être raciste, Nasdaq? C'est quoi cette question? La question c'est... Je répète la question. Est-ce que vous avez conscience d'être raciste? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Parce que Nasdaq avait fait une blague sur le Banania, la marque de chocolat chaud qui était une marque raciste, avec une imagerie raciste, sans savoir ça, et donc il s'est expliqué, il s'était excusé après. Et la députée a juste dit ça, elle a dit: est-ce que vous avez conscience d'être raciste? Oui, non, je n'ai pas conscience d'être... Non mais c'est quoi cette question? Et c'est n'importe quoi. Et juste après, Nasdaq dit: vous m'accusez de machin et tout. Et t'as le président de mes couilles qui le reprend et qui dit: oui, nous sommes protégés par l'immunité machin truc, ce qui fait que on peut pas être mis en cause pour n'importe quoi qu'on va dire ici. Genre en gros, on peut faire de la diffamation, ce ne sera pas de la diffamation. Et Nasdaq par contre, fais attention à ce que tu dis. Nasdaq, fais attention, toi te barre pas en plein milieu. Parce que toi, si tu fais ça, tu auras un procès. Attention, commence pas à nous dire qu'on est des mauvaises personnes ou qu'on fait perdre ton temps, parce que c'est pas bien. Et encore une fois, je suis pas un fan de Nasdaq, mais rendez-vous compte, ils leur font perdre du temps, ils leur font perdre de l'argent. Il a payé un avocat, Nasdaq. On sait pas ce qu'il fout là, l'avocat. Il se balance lui-même, il fait oui, j'ai vendu du trading, j'ai vendu du pari sportif. Il y a des familles en pleurs qui ont perdu de l'argent à cause de moi. Et t'as l'avocat de Nasdaq qui est à côté. Et t'as l'impression qu'il leur pose, qu'il leur bug. C'était hilarant. Mais c'est malvenu. C'est vraiment très malvenu. Et j'ai trouvé ça indécent. Et le pire, c'est que c'est financé. Ce cirque qui est un divertissement, rien de plus, est financé par l'argent de nos impôts. Voilà, les députés s'ennuient. Ils veulent faire le buzz. Ils font des commissions d'enquête sur les influenceurs. Voilà. Juste rendez-vous compte du délire, quoi. Ensuite, qui fait
qui fait le divertissement, qui fait l'avocat de Nasdaq, qui fait ces trucs-là. D'accord. Mais d'abord, conscientiser que c'est un délire et conscientiser que ces gens-là font ça avec votre argent. Ou si vous payez pas d'impôts avec l'argent de vos parents. Et c'est complètement indécent. Et croyez pas que vos parents, même vos parents smicards, ils payent beaucoup d'impôts. Si ça peut être leur patron qui le paye, ouais d'accord, mais c'est revenu sur leur salaire en fait. C'est-à-dire que dites-vous que sans tous ces impôts qui financent la retraite par capitalisation essentiellement, par répartition essentiellement, parce que c'est le gros part des impôts dans la retraite en France, mais surtout dans cette casse de politique, qui d'ailleurs sont en faveur de la retraite par répartition, parce que c'est leur... c'est leur... c'est ce qui fait qu'ils sont encore là, tout simplement. Et il n'y en a jamais aucun qui sera OK pour la retraite par capitalisation, parce qu'en fait, quand t'es politique, ta retraite, elle est assurée à vie et t'es trop bien. Donc ils sont tous pour la retraite par répartition, et vous ne verrez jamais un député dire oui à la retraite par capitalisation. En plus, ça fait payer d'impôts aux Français, ça leur permet de bien survivre. Bref, jamais vous verrez un député libéral, parce que c'est pas dans son intérêt, parce qu'il est payé par l'argent des impôts. Bref, même vos parents, les smicards, leur salaire serait 2 fois plus élevé sans eux. Vraiment, leur salaire serait 2 fois plus élevé sans eux. Ils partiraient à la retraite quand ils veulent, grâce à la retraite par capitalisation. Mais retenez-le bien. Et en fait, tout ça est financé par l'impôt des gens, et des pauvres gens. Croyez pas qu'il y a que les riches en France qui payent des impôts. Tout le monde paye des impôts très durs. Même les smicards, même si ils s'en rendent pas compte parce que c'est leur patron qui paye, en fait, ils payent eux. Et c'est vraiment indécent de voir ces politiques détourner de l'argent, ces politiques s'engraisser. Et j'ai pas de problème avec les mecs qui s'engraissent, j'ai pas de problème avec l'opulence, avec tout ce genre de choses. Quand c'est ton argent, pas quand c'est l'argent des Français. Et ça, c'est complètement indécent. Et de plus en plus, j'ai l'impression que les gens s'en rendent compte. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'on parle de ce genre de sujet, alors que c'était complètement... Enfin, on avait parlé vite fait du dîner de François de Rugy à 100 000 euros. Ok, ça, on en avait parlé à l'époque, d'accord. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, on en parle. Parce que les gens captent qu'en fait, c'est des rentiers d'argent public. Tous ces gens-là sont des rentiers d'argent public. Et qu'en fait, ils nous coûtent tous très cher. Non seulement pendant leur mandat de député, mais aussi pour leur retraite qu'on doit leur payer, ou leurs indemnités qu'on doit leur payer à vie. Je sais pas si c'est une retraite, mais c'est des indemnités qu'on doit leur payer à vie. Après avoir été député une fois. Rendez-vous compte de tout ce qu'on paye pour eux. Et il y en a 500 nouveaux tous les 2 ans et demi. Hein. Bref. Passons à la question de la semaine. Donc c'est parti. Premier commentaire de Adou qui me demande ton niveau de santé mentale sur 10. Actuellement, alors j'ai envie de dire 10, mais c'est jamais parfait. Je pense que c'est impossible la perfection, donc je vais pas dire 10 parce que je suis un putain de prof de philo et les profs de philo disent toujours ça, la perfection ça n'existe pas. Donc je vais dire 9 parce que tout va très bien. Ça n'exclut pas que des fois il y a des périodes qui vont un peu moins bien, mais au global, je vais très bien et mon niveau de santé mentale actuellement est très très élevé en même temps. C'est un peu cliché, hein, mais c'est tout ce que je disais il y a maintenant un petit moment, hein, ça doit faire 2 ans. Je fais du sport, je sors dehors. Je passe du temps avec ma famille, je mange bien. Bref, logique quoi. Question intéressante par rapport à la mondialisation des vidéos YouTube. De plus en plus, YouTube essaye de mondialiser les vidéos en les traduisant. Aujourd'hui, c'est le cas des grosses chaînes comme MrBeast qui payent des doubleurs pour que ça traduise les vidéos. Mais pour ceux qui ne disposent pas du budget, ils peuvent utiliser l'IA. Ce qui donne un résultat catastrophe, mais ça va s'améliorer. Tu penses que du coup, quand toutes les vidéos seront traduites, tous les spectateurs vont aller voir les excellents youtubeurs, en grande majorité américains, et tous les petits, voire les moyens, vont perdre en visibilité? Ou alors les gens vont continuer à regarder leurs youtubeurs préférés et ils vont réussir à continuer? Également, que penses-tu de nombreux youtubeurs français qui reprennent des idées de vidéos, voire même 80% de vidéos dans notre pays, et traduisent seulement la vidéo, vont-ils disparaître? Globalement, que penses-tu qu'il va se passer? C'est super intéressant comme question. C'est assez difficile à dire en fait. J'ai tendance à penser que les meilleurs youtubeurs sont américains dans beaucoup de niches. Dans beaucoup de niches, les meilleurs youtubeurs sont américains. Par exemple, les niches jeux vidéo, manga, tout ça. Je trouve qu'en France, on n'est pas très bon. Je trouve même les vidéos un peu storytelling sur le jeu vidéo et tout. Alors, excepté The Great Review, machin et tout. Hein, mais Ego et voilà. Les vidéos storytelling sur le jeu vidéo, les mecs... ils débarquent de nulle part, ils font 200 000 vues avec un micro de merde et un propos pas si intéressant que ça, je trouve. C'est mon avis. Oui, ça va se faire remplacer par les Américains qui font les mêmes vidéos en beaucoup, beaucoup mieux. C'est-à-dire le standard de qualité aux États-Unis est vachement plus élevé qu'en France chez les youtubeurs qui font 100 000, 200 000 vues. Ça, on est 100% d'accord.
Maintenant, je sais pas si des youtubeurs qui ont plus parce que là on parle vraiment de youtubeurs qui ont pas trop de personnalité quoi. Je sais pas si les youtubeurs qui ont plus de personal brand vont se faire beaucoup remplacer. Je le pense pas. Parce que le personal brand est aussi lié au pays. Regardez, moi je pense que je suis un youtubeur qui a beaucoup de personal brand. Voilà. Je pense que on peut pas trop dire le contraire. C'est quoi mes sujets actuellement? La prochaine vidéo elle parle de Mister V. Je crois pas qu'il y ait de youtubeurs américains qui fassent une vidéo sur Mister V, donc on s'adresse aux Français. Donc, difficile à dire, mais très bonne question. Très très bonne question. Aussi, il peut y avoir l'effet inverse. Il peut y avoir. Moi, je pense que oui, effectivement, le standard qualité pour les 100 000 vues et plus, bah, il est largement meilleur chez les Américains que chez les Français. Ça va sentir le youtubeur qui se lance américain est bien meilleur que le youtubeur français qui se lance aujourd'hui. Mais je pense aussi que parmi les excellents youtubeurs et les gros youtubeurs français, on a des mecs qui, s'ils étaient traduits, défonceraient les Américains, je pense sincèrement, tu vois. Je pense que des mecs comme, bah, évidemment, Egos de Great Review, ça les aiderait, en fait, ces choses-là. Ils feraient beaucoup, beaucoup plus de vues. Ils sont bien meilleurs que les Américains. Un mec comme Feldup, ça va l'aider. Il n'y a pas de mec qui fait Feldup en mieux, ça n'existe pas. Donc ça va dépendre. Je pense que les youtubeurs français n'ont pas à rougir des youtubeurs américains. Je parle vraiment dans le haut du panier. Et même si j'aime pas Squeezie parce qu'il m'énerve, avec son côté arrogant et parfait, machin, j'aime pas Squeezie. Mais Squeezie est un excellent youtubeur. Squeezie est un bien meilleur youtubeur que beaucoup de youtubeurs américains qui font beaucoup plus de vues que lui. En France, on n'a pas à rougir de nos youtubeurs, je pense. Je pense, et de nos contenus et de ce qu'on fait. Donc très bonne question. Merci Big King. Salut Lohan, est-ce que tu aurais des conseils pour percer sur YouTube quand on fait des vidéos dev perso? Bon, moi je te conseillerais de pas faire du dev perso. Maintenant, il faut être... Bon ok, je vais te donner un conseil qui est très simple, sans pour autant te faire une guideline complète, parce que c'est très 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 dur. Et ça, comme c'est un endroit qui est très concurrentiel et qui est très très dur à trouver des bons sujets, je peux pas te les donner, on les donne aux quelques youtubeurs sur YouTube Maxi qui veulent partir dans cette aventure très dure de faire du dev perso. Je pense que ce qui marche mieux actuellement, ça reste de manière globale tout ce qui va être les challenges, voilà, les défis. Sans trop rentrer dans les détails, essaye de regarder de ce côté-là des défis un peu vlogués, un peu rigolo, un peu narrés, un coup voix off, un coup toi tu te filmes, un coup t'es à la salle. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je pense que ça, c'est comme ça qu'on fait bien du dev perso aujourd'hui, dev perso entrepreneur. Je pense que c'est comme ça qu'on fait bien du dev perso aujourd'hui en 2025. Et c'est extrêmement dur. Donc je te déconseille quand même de le faire. Même si je pense que c'est la bonne chose à faire, c'est très très dur à faire. Salut Lohan, j'aimerais savoir quels sont les animés mangas qui t'ont le plus marqué et combien en as-tu vu lu en Iron. Moi je suis pas un immense fan de manga, même si j'ai quand même une culture qui est quand même très correcte. Hein. J'ai dû lire et voir peut-être une trentaine au cours de ma vie d'animés manga, donc je suis pas non plus un néophyte complet qui a vu que Death Note et tout. Mais je suis pas un matrixé d'animé très très loin de là. Je pense que l'animé que j'ai le plus aimé, en tout cas qui m'a le plus marqué, c'est Naruto, qui est exceptionnel. Bien qu'il ait beaucoup de défauts, qu'il traîne un peu en longueur sur certains moments. Et je pense pas à la guerre ninja, à la quatrième grande guerre ninja, je pense pas à ça. Je pense que on a cette image de la quatrième grande guerre ninja qui est un peu long. Honnêtement, je suis pas tant d'accord avec ça, si vous voulez mon avis. Je pense que les gens ont oublié en fait la quatrième grande guerre ninja, ont oublié les combats, mais je pense que si les gens regardaient actuellement, ils aimeraient bien. Donc je dirais que Naruto, ça m'a beaucoup marqué. On peut penser que Hunter x Hunter ça m'a marqué de ouf parce que j'en ai fait un personnage qui est le Hunter et j'aime beaucoup le personnage de Netero et tout. Pas plus que ça, je trouve que Hunter x Hunter c'est très bien, mais c'est pas. Voilà. Je réfléchis. J'ai beaucoup aimé Jujutsu Kaisen, mais sans plus. J'ai adoré l'Attaque des Titans. Attaque des Titans, c'est exceptionnel, ça je suis d'accord, mais ça va pas me marquer. Ouais, non, je dirais Naruto. Naruto, et particulièrement Naruto Shippuden, quoi, à partir de Pain, ça devient exceptionnel, et de Pain jusqu'à la toute fin, c'est une masterclass.
c'est une masterclass de Pain jusqu'à la toute fin, et donc j'inclus la Grande Guerre Ninja là-dedans. Je trouve qu'il y a beaucoup de haters de la Grande Guerre Ninja, mais je trouve que c'est pas là où ça traîne en longueur. Honnêtement, je trouve pas que c'est ici où ça traîne en longueur dans Naruto. Peux-tu mettre le podcast sur Apple Music? Galère, il faut qu'on s'y mette, désolé, mais il faut qu'on s'y mette. Est-ce que c'est possible, tu donnes des techniques de triche pour la fac? C'est simple, si t'es sur ordi, bah c'est simple, t'as un complice qui fait l'examen en même temps que toi et qui a accès à internet ou qui est plus fort que toi, que tu peux payer. Et sinon, très très simple, très simple, tu demandes à aller aux toilettes et t'as les réponses sur ton téléphone. Alors oui, je sais, t'as pas le droit d'aller aux toilettes pendant l'examen, mais en vrai, si tu demandes et tu forces, les profs sont des gauchistes. Ils vont... Mec ultra à mais ils vont t'autoriser à y aller. En fait, si tu montres que tu vas vraiment pas bien, dis que j'ai super mal au ventre et tout, machin, je peux pas, et que t'es pas bien et tout, et que tu t'es un peu, il faut que les profs te connaissent. Hein. Il faut que tu sois sympa avec eux, il faut que tu ailles en cours, machin, que tu parles avec eux. Si tu fais ça, tu pourras tricher banal. Et en fait, c'est trop sous-côté de juste aller aux toilettes et regarder les réponses sur son téléphone. Ouais, mais en fait, c'est trop fort. Genre, c'est trop bien. Ok. Quelle est ton ouverture préférée aux échecs? Et on va s'arrêter là-dessus pour les questions. Mon ouverture préférée aux échecs, c'est D4. Voilà, c'est D4. D4 et système de Londres, mais une des variantes du système de Londres. C'est pas le système de Londres exact, c'est une variante du système de Londres, j'ai oublié son nom, mais où on finit par pousser C4 avant de sortir le fou, avant de développer le fou de l'Eldam, avant de sortir le fou de l'Eldam, le fou de casse blanche. On fait d'abord C4. Voilà. Je pense que c'est une ouverture que j'aime beaucoup, que je maîtrise parce que je la joue depuis que je suis débutant. En fait, comme c'est une ouverture de débutant, je la joue depuis que je suis complètement newbie sur le jeu. Et j'ai jamais arrêté de la jouer en fait. C'est-à-dire que quand j'étais 300 Elo, je la jouais. Et là, je continue de la jouer. Et comme je l'ai tellement faite, je connais tous les schémas, je connais toutes les positions. Je connais parfaitement cette ligne. Enfin, toutes les lignes. Et ben, je continue de la jouer. Voilà. Je vous remercie pour ce podcast. On vous a créé un cadeau. Pour je ne sais pas combien de temps, temporairement, pour tous les gens qui vont rejoindre YouTube Maxi Endgame, qui prennent un appel pour rejoindre YouTube Maxi Endgame, ils vont recevoir une guideline complète parce que du coup YouTube Maxi Endgame maintenant est vraiment axé personal brand make money dans le sens où le côté grosse YouTube n'a plus à faire ses preuves. Allez, hop, je me prends la vidéo sous les yeux. Là on a recruté un nouveau professeur qui est exceptionnel, qui est Skyban. Donc c'est un mec que je connais depuis très longtemps, je le connais depuis Trash, qui est un des meilleurs monteurs que je connaisse, qui aujourd'hui va aider les gens. Donc on avait quelqu'un qui aidait pour faire leur texte, Kato Minor qui est très fort pour les textes, et bah on va avoir Skyban qui va aider pour leur montage, les gens, donc quand ils galèrent à faire le montage, et Skyban qui est là pour aider. Voilà. Et tout le monde a kiffé Skyban, tout le monde a kiffé être avec Skyban, travailler avec lui, c'est vraiment génial. Je voulais vous le dire. Comme on compte axer plus le côté make money, personal brand et tout là sur YouTube Maxi, on offre là à tous les gens qui viennent pour prendre un appel, ils reçoivent automatiquement une vidéo qui leur explique comment avoir 10 000 abonnés, comment on fait sur YouTube Maxi pour faire passer nos élèves de 0 à 10 000 abonnés sur YouTube en 3 mois, peu importe la niche. Ok, voilà, donc regardez-la bien, elle est super importante, surtout quand je vous parle de la concurrence, parce que trop de gens essayent de recopier les premiers de leur niche en mode c'est mes concurrents, c'est les meilleurs, il faut que je les recopie. C'est bien, mais il y a des subtilités à ça qu'on va expliquer, parce que parfois il y a des trucs qu'il ne faut pas recopier, et parfois les numéros 1 se trompent complètement. Et en fait, les numéros 1 sont pas bons parce que c'est une niche qui est difficile ou je ne sais. Et ben en fait, la vidéo l'explique très bien. Et donc voilà, vous recevez la roadmap qui permet à n'importe qui de faire 0 à 10 000 abonnés en 3 mois pour tous les gens qui prennent un appel. Donc le lien est en description. Je vous remercie. La vidéo sur le 1LV,
sur Mister V sort ce week-end, normalement, elle est finie là, donc j'attends juste la miniature et je la sortirai. À moins de gros imprévus, normalement elle est prête. Je vous remercie et je vous fais des gros bisous.